Alors bonjour, dans cette capsule, nous allons parler spécifiquement de l'étanchéité et de l'isolation de la fenêtre en tant que telle. Dans nos précédentes capsules, on avait parlé de la protection de l'ouverture et c'est fait ici, dans notre démonstration, cette étape a été faite. Là, on est rendu vraiment à mettre la fenêtre étanche. C'est deux concepts qui sont complètement différents l'un de l'autre. Le premier concept, la protection des d'ouverture, protège la structure du bâtiment. Elle, on ne veut jamais y toucher. Elle est supposée être bonne pour toute la durée de vie du bâtiment. Ici, on a un élément architectural qui est la fenêtre en tant que telle. Par définition, un élément architectural est voué un jour ou l'autre à être changé. C'est pour ça qu'on traite les deux indépendamment l'un de l'autre. Maintenant, on est rendu à faire l'étanchéité de notre fenêtre. La première étape, ça va être de définir si, oui ou non, il y a nécessité de mettre un solin métallique ou anciennement appelé la goutte d'eau, au-dessus de notre fenêtre pour éjecter l'eau plus loin de la fenêtre pour pas que l'eau coule sur la fenêtre en tant que telle. Puis aussi pour faire éjecter l'eau qui pourrait être au-dessus de la fenêtre, sur le pare intempéries, bien, elle va être rejetée par notre moulure larmier. Afin de déterminer si on a besoin, s'il y a nécessité ou non de mettre un solin métallique au-dessus de la fenêtre, on va prendre encore comme exemple qu'on a un débord de toit de 16 pouces, qui est assez régulier dans le domaine de la construction au Québec. Vous voyez que notre débord de toit serait ici, au haut du mur, effectivement. Si notre fenêtre, en tant que telle, si le haut de la fenêtre était à 4 pouces du débord de toit ou plus, automatiquement, ça nous prend un solin de tête. Le solin de tête, ça va être un solin en aluminium ou en tôle, tout dépendant du matériel choisi, comme celui-ci. C'est tout simplement une goutte d'eau, OK, qui va être installée ici, sur le dessus de la fenêtre, qui va venir pouvoir récupérer l'eau de ruissellement s'il y en a ou de l'eau de condensation et l'éjecter à l'extérieur de la fenêtre. Vous remarquerez ici sur les côtés des ailettes ou des arrêts d'eau. En fait, c'est ce qui élimine les chances à ce que l'eau puisse, de la tablette, aller s'écouler sur le côté de la fenêtre. Alors maintenant, on est rendu à l'isolation de la fenêtre. Isoler une fenêtre ou une ouverture, il y a plusieurs méthodes qui sont acceptées, puis il n'y a pas de mauvaise méthode. L'important, c'est de le faire comme il faut, de manière soignée. OK? Ici, je vais vous proposer une méthode qu'on dit hybride, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux différents matériaux d'isolation pour isoler notre fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de le faire ainsi, moi, c'est de la façon que je le fais. Premièrement, les matériaux qu'on va utiliser. On va utiliser de la mousse de polyuréthane, OK, en partie, un cordon qu'il faut faire tout le tour de la fenêtre. Je vais vous expliquer tout à l'heure de quelle façon le faire et dans quel ordre. À la base de la fenêtre, l'isolant en laine sera une laine de roche comme celle-ci, de type Roxul, qu'on va mettre à la base. Pourquoi de la laine à la base? Bien, tout simplement parce que puisque notre appui brut a une pente de 6 % vers l'avant, cette pente de 6 %-là sert à laisser écouler l'eau si jamais il y avait de l'eau sur notre appui brut. Bien, si on vient fermer notre appui brut avec de l'uréthane, ce processus-là ne s'exécutera tout simplement pas. C'est pour ça qu'il faut mettre une laine de roche à la base, parce qu'elle laisse couler l'eau, mais elle se draine puis elle s'assèche facilement. Sur les côtés et à la tête, le type de laine qu'on va utiliser dans notre isolation, ça va être une laine isolante standard, simple laine isolante standard. Premièrement, si on peut voir la base ici, le cadrage de bois que j'ai installé ici dans l'ouverture, ça représente une fenêtre. Donc, on a 3 lignes noires ici, on a l'extérieur du mur, on a une ligne noire à l'intérieur qui est l'intérieur du mur ou le pare-vapeur. Puis la ligne centrale que j'ai représentée ici, ça se trouve à être le thermos de la fenêtre ou le verre thermos. Donc tout ce que j'ai représenté en rouge, ça se trouve à être de la laine isolante. Ce que j'ai représenté en bleu, ça se trouve à être de la mousse de polyuréthane. Donc si on commence par la base, à la base, la mousse de polyuréthane, elle va partir de la paroi intérieure du mur jusqu'au thermos isolé. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire quand on va appliquer notre mousse de polyuréthane. Ensuite, à partir du thermos
jusqu'au mur extérieur, on a de la laine de roche. Donc, notre uréthane en dedans, à l'intérieur, il va servir d'étanchéité à la fenêtre, autant au niveau de l'air qu'au niveau de l'humidité. Tandis que la laine à l'extérieur va servir de drainage. Sur les côtés et à la tête, on va inverser nos matériaux de sens. On va mettre la mousse de polyuréthane du côté extérieur, du mur extérieur, de la paroi extérieure jusqu'au thermos. De cette façon-là, s'il y avait une goutte d'eau ou de l'humidité qui finirait par atteindre le côté ici de notre fenêtre, bien, la mousse de polyuréthane qui serait en surface ne constituerait pas nécessairement un matériel étanche à 100 %, mais au moins contribuait grandement au ralentissement de l'eau vers l'intérieur et donc favoriserait son écoulement vers le bas. Donc, uréthane du côté extérieur, mousse isolante du côté intérieur. Toujours, notre thermos fait notre séparation entre les deux isolants. Et à la base, dans les coins, juste pour assurer la continuité du par-air dans l'ouverture de la fenêtre en tant que telle, puisque l'uréthane à la base est à l'arrière et l'uréthane sur le côté est à l'avant, on va faire une ligne d'uréthane qui va faire toute l'épaisseur de la fenêtre pour venir lier nos deux rangs d'uréthane ensemble. Donc, on va commencer par isoler l'arrière du bas de la fenêtre, c'est-à-dire l'arrière de l'appui brut en tant que tel. On pourrait y aller par l'intérieur ou on pourrait y aller par l'extérieur. Là, pour les bienfaits de la vidéo, je vais rester du côté extérieur. Mais dans une vraie situation, je devrais aller voir des deux côtés afin de m'assurer que l'isolant est sur toute l'épaisseur du mur et que sa continuité sur toute la périphérie de l'ouverture est bonne. OK? Alors, si je commence à isoler, je commence ici par le coin, et ensuite je vais aller porter mon uréthane au fond du côté intérieur de l'ouverture. Puisque je suis dans l'uréthane, je vais continuer avec l'uréthane. Je vais faire mon isolation latérale et du haut de l'ouverture. Ça se pourrait très bien que l'uréthane ressorte un petit peu de mon assemblage, OK? Parce qu'il va prendre de l'expansion en durcissant. Sachez que oui, on peut prendre un X-Acto puis venir couper l'excédent d'uréthane. Bien, à ce moment-là, si on voulait qu'il garde une propriété par vapeur, ça risque d'atténuer cette propriété-là en tant que telle. Donc, dans le doute, si on coupe l'uréthane, on pourrait remettre un solin ou un ruban à masquer par-dessus pour assurer son étanchéité. Donc, sur les côtés latéraux, l'uréthane va être du côté extérieur du mur, de la paroi externe jusqu'au thermos. Maintenant, à la base de la fenêtre, du côté extérieur, on va mettre notre fameuse laine de roche qui va permettre un drainage. La laine de roche, elle est un peu moins facilitante à mettre en place, OK? Parce qu'elle est beaucoup moins souple que la laine isolante standard. Par contre, il faut quand même prendre un soin particulier à, encore une fois, ne pas la comprimer. Le principe reste le même qu'avec la laine isolante régulière. Pour isoler le reste de ma fenêtre, bien, je vais le faire par l'intérieur du bâtiment. Donc, maintenant qu'on a complété notre isolation de notre fenêtre en tant que telle, on va être rendu au scellement de celle-ci. Il est important de noter que oui, on va la sceller avec le principe de la goutte d'eau, encore une fois, en partant du bas vers le haut. OK? Ça, on est tous d'accord avec ça, puis c'est de l'acquis. Sauf que
il faut impérativement que le bas de la fenêtre ne soit pas calfeutré. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est par là que s'il y avait une condensation qui se formait entre le cadre de la fenêtre et l'ouverture du mur en tant que tel, la condensation pourrait couler vers le bas et ressortir par la tablette avant. Donc, il ne faut vraiment pas la boucher. Le même principe qu'au niveau des incendies, on ne bloque jamais une sortie de secours. Ça va être le même principe avec le solin du bas qu'on ne met pas. Donc, on va commencer avec les latéraux. OK? Ce qui est important, c'est de venir coller le solin sur le côté de la fenêtre. Puis, pour faire cette étape-là, évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un solin après, mais avec un solin autocollant en une étape va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus rentable pour cette étape-ci. Remarquez que, puisque le premier solin de départ, celui qui protégeait l'ouverture, est à l'arrière du pare intempéries, bien celui-ci, je vais le poser par-dessus le pare intempéries. Vous voyez que j'enlève seulement qu'une largeur de bande de protection. Je viens coller mon solin sur le côté de ma fenêtre. Ensuite, j'enlève la bande de protection sur la deuxième moitié de mon solin. Et je viens coller mon solin sur mon pare intempéries. Alors maintenant que nos côtés sont étanches, certains la mettent, certains ne la mettent pas. Moi, je la mets par double précaution, tout simplement. Moi, je viens remettre un autre solin ici sur le dessus de la fenêtre en tant que telle. Même si on va mettre notre solin rigide en aluminium. Il y a un point, donc, je devrais vous parler quand on travaille avec nos couteaux utilitaires pour justement venir travailler un coin de membrane comme ici, un coin de solin, puis que je viens couper comme ça. Je viens le rabattre sur le côté de ma fenêtre. La chose la plus importante à laquelle... Il y a deux choses très importantes à laquelle il faut faire attention. Premièrement, niveau santé-sécurité, évidemment, quand on travaille avec une lame leuve et coupante, c'est très facile de se blesser. Ça, c'est une chose. Mais aussi, on pourrait venir perforer la préparation qu'on a préparée au préalable. Si ça arrive, attendez pas à la fin, réparez-la automatiquement. Dès que vous voyez que vous avez fait une déchirure, réparez-la tout de suite, parce que sinon, c'est officiel que vous allez l'oublier. Puis là, ici, on pourrait couper la membrane qui dépasse pour idée de ne pas la voir si, mettons que c'est une fenêtre au deuxième étage, puis qu'on est sur le parterre, bien, pour ne pas voir la membrane qui dépasse de la fenêtre, donc on la coupe. Donc ici, on a fait notre protection de base, OK? De cette façon-là, l'eau ne rentrerait pas, mais il faut que ce soit plus solide parce qu'on exécute les meilleures pratiques en ce moment. Donc, on est rendu au moment de mettre notre fameuse moulure de tête, notre solin goutte d'eau qui va aller au-dessus de notre ouverture. Les arrêts d'eau ici, quand on regarde les arrêts d'eau, la longueur totale de la moulure correspond précisément à la largeur totale de notre fenêtre. Donc, on vient déposer notre moulure en place bien égale avec les côtés. Il faut que, ici, la bavette arrière soit bien à côté sur notre revêtement intermédiaire.
Le dessus ici du solin larmier doit comporter une pente de 6 vers l'avant pour favoriser l'évacuation de l'eau. Et ici, entre la fenêtre et notre moulure, on devrait avoir un espace de 3/16e de pouce. 1/4 de pouce, excusez-moi. Donc, une fois qu'elle est mise en place, il est à noter que cette moulure-là, on n'aura pas besoin d'y mettre énormément de clous. Un clou comme ça à chaque coin, ça serait suffisant. Parce qu'au final, on va avoir nos fourrures ou nos lattes qui vont venir la contentionner sur notre mur. Fait que on pourrait la clouer plus que ça, mais ça ne serait pas nécessaire. Ensuite de ça, ce que je fais aussi, juste par précaution supplémentaire, je viens calfeutrer le haut de ma moulure d'égouttement. Pourquoi? C'est sûr que ce n'est pas essentiel, mais si j'ai de l'eau qui arrive d'en arrière mon pare intempéries ici, ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir passer par-dessus ma moulure. Donc, je viens calfeutrer le haut de la moulure pour donner une chance à l'improbable de ne pas se produire. Une fois que ça c'est fait, on vient redescendre notre pare intempéries par-dessus notre moulure goutte d'eau. Là, ici, je peux recouper mon pare intempéries et à égalité avec les arrêts d'eau ici pour avoir 1 pouce de clairance sans pare intempéries vis-à-vis notre moulure d'égouttement. Donc, ici, parce que normalement, notre revêtement extérieur ne viendra pas s'accoter dans la tablette. Donc, si on voit en arrière, dans la craque, bien, ce qu'on va voir tout simplement, ça va être le blanc de notre moulure et non un pare intempéries ou une écriture de matériel. Ensuite, on viendrait calfeutrer ici nos angles de pare intempéries. Le fait de calfeutrer l'angle de mon pare intempéries, c'est qu'encore une fois, si à l'arrière du pare intempéries, j'avais une coulisse d'eau, elle viendrait ici frapper dans mon angle, puis elle serait dirigée vers l'intérieur de ma moulure d'égouttement. Hein? C'est une moulure d'égouttement, donc s'il y a des gouttes, c'est dans celle-ci qu'elles doivent aller, idéalement. Merci. C'est ce qui met fin à l'étanchéité et à l'isolation de la fenêtre.